Il va remettre la frappe. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut à tous et vivement la fin de saison. Voilà. Je pense que le décor est planté. Et à vendredi. Et à vendredi. Voilà. Débrief donc de la Coupe de France, 16e de finale de la Coupe de France, Monaco qui se déplaçait à Reims et Monaco qui est donc déjà éliminé au tir au but, 3-1 après un score de 1 partout dans les 90 minutes du temps réglementaire. Pour débriefer ce match, Rome sera avec moi. Salut Rome. Bien sûr, qui dit élimination en Coupe de France, dit Rome. Ouais, c'est la compète sur laquelle je misais à peu près toute la saison. Donc on va avoir certaines choses à dire. On peut d'ores et déjà féliciter Boris, qui avait déjà pronostiqué dans l'émission Prono l'élimination en 16e de finale. C'était le seul. Bravo. C'était le seul, donc bravo. Oui, parce que je crois qu'après c'était au minimum que d'écart. Bon, moi, je crois que Quentin avait mis 8e. D'accord, ok. Mais bon, en tout cas, c'est un terrible échec. On va pas se mentir. Ouais. Donc voilà, Monaco éliminé. Monaco qui n'a pas forcément affiché un si mauvais visage, en tout cas sur une certaine partie du match, mais voilà, on a retrouvé comme d'habitude les mêmes problèmes. De manque de réalisme, d'efficacité, donc voilà, à partir de là ça devient plus compliqué de gagner des matchs. En tout cas on va commencer avec le j'aime pas, donc je te laisse y aller. Ouais, mais comme je te disais avant le match, j'ai pas de j'aime, parce que en fait il y a quasiment tout qui est négatif dans ce match. Donc on va tout de suite partir sur la partie j'aime pas. La partie j'aime pas, ouais, tu l'as dit, c'est qu'en fait c'est vrai que le match résume un peu quand même ce qu'on voit beaucoup depuis le début de saison, une inefficacité offensive totale. T'encaisses un but sur coup de pied arrêté, encore une fois, hein, voilà, je l'avais dit, même au tour d'avant en coupe, on en avait rapidement parlé avec Pat pendant le CM. C'est vrai que malgré cette large victoire, tu avais quand même encaissé un but sur coup de pied arrêté. Bon, là, ça n'a pas manqué une nouvelle fois, puis en plus, avec une défense inexistante sur le coup. Tu as perdu un de tes meilleurs joueurs. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais bon, Singo, il est sorti. Je ne sais pas si c'est un problème plus de maladie ou de blessure. Bon, bref, en tout cas, il est sorti et était éliminé surtout de la dernière compétition où tu pouvais réellement espérer quelque chose. Surtout qu'en plus, tu vois que quelques heures plus tard, tu as quand même un des autres favoris qui se fait sortir. Alors certes, pas par Lille, mais quand même l'OM faisait partie des autres gros de cette compétition. Lyon s'est fait sortir aussi aujourd'hui. Le PSG, là, au moment où on vous parle, c'est la 86e minute, il y a 2 partout. Je vous jure, si dans 10 minutes, le PSG est éliminé... Tu montes ta bite justement, ça va être terrible. C'est pas possible, quoi, parce que là, on va vraiment pouvoir encore plus se les bouffer, quoi. Mais est-ce qu'on partirait pas sur un live de la séance de tir au but en improvisé? Oula, il s'est passé un truc. Ils ont eu une petite occasion chaude, les adversaires du PSG. Donc c'est pour ça que j'y ai presque cru. Sur coup de pied arrêté, comme quoi on n'est pas les seuls. Hein. Mais ouais, donc voilà, quoi. Enfin, je veux dire, c'est catastrophique. Moi. Cette Coupe de France, je comprends pas. Il y a plein de gens qui la considèrent pas. C'est vrai que c'est tellement mieux de faire podium. C'est tellement mieux d'aller en Ligue des Champions plutôt que de gagner des trophées. Parce qu'en plus, c'est vrai que la Ligue des Champions, on a des vraies chances de la gagner. Et puis ça nous permet de faire un gros recrutement, la Ligue des Champions. On l'a bien vu cet été. Hein. On n'a pris absolument personne. L'année dernière, on n'était pas en Ligue des Champions. On a pris Zakaria, on a pris Singo, on a pris Balogun. Il faut arrêter avec ces conneries aussi. La Coupe de France, c'est une belle compétition. On ne l'a pas gagnée depuis 1991. On gagne très peu de titres à bas but du PSG. Voilà. Ah, c'est un coup dur. Donc ça s'est fait. Eh ouais, Barcola, 88e. Donc voilà, quoi. Moi, je vais miser énormément sur cette compétition. Il faut remporter des titres et je compte pas le trophée des champions. Donc du coup, il y en a qu'un réellement qui a notre portée cette année, c'était celui-là. Et tu te fais encore saccager au tir au but pour combien, 4e année consécutive où on perd au tir au but ou pas loin. Au moins 3, c'est sûr. 3, c'est sûr, ouais.
Et je sais plus. En tout cas, 11 matchs d'invincibilité, puisqu'on fait que des matchs nuls. oui, bah oui, la dernière défaite, c'est la finale, quoi. Ouais, c'est ça, 2021. Donc voilà, c'est catastrophique. Et puis cette séance de tir au but, on y reviendra, où alors là, on a eu un festival de tout ce qu'il faut absolument pas faire lors d'une séance. On a eu la frappe au milieu, on a eu la frappe moisie, on a eu la frappe au-dessus. Ouais. Mbolo a même failli un peu se foirer. Moi, j'attendais que la Panenka arrêter plein centre, comme avait fait Landreau à la belle époque. Ouais. Mbolo nous l'a pas fait, mais enfin voilà, quoi. C'est catastrophe. Quant à moi, le j'aime, alors bon, j'ai quand même apprécié la première passe décisive de Mika Biret, donc c'est son premier match avec Monaco, il est rentré dès la mi-temps. Et son penalty aussi. Son penalty un peu moins, mais bon, j'ai envie de retenir quand même le positif. J'ai quand même réussi à trouver 2 j'aime. Bon, il y en a un qui n'appartient pas au match directement, donc du coup ça aide, mais c'est le fait que Vito Manon élimine l'OM, notre ancien gardien élimine l'OM sur la séance de tir au but. Voilà, un gardien qui fait des arrêts accessoirement sur une séance de tir au but, il y en a. Alors les Rémois étaient les pénaltys rémois étaient plutôt bien tirés quand même, donc je pense que Keun c'était compliqué d'intervenir, mais la petite différence quand même, c'est que Mannone part à chaque fois du bon côté. Pour arrêter un tir au but, ça aide. Ouais, Keun, il part jamais du bon côté. Le deuxième péno qui sort et qui clôture la séance, il n'est pas simple, hein, parce qu'il va la chercher haute, celle-là. Autant le premier, bon, c'est un arrêt standard, mais le deuxième, il est beau. Très très beau. Il était pas loin d'en avoir un troisième en plus, qui plus est. Oui, donc, là par contre, il s'est un peu... Oui. Ouais. Bon. Et bon, bah, moi j'aime pas. Bon, bah voilà, c'est comme par rapport à tout ce que tu as dit, amen, hein, évidemment. Et je rajouterai quand même le tir au but de Caio Henrique qui était absolument minable, honteux. Le problème, c'est que c'est le premier en plus, c'est-à-dire que forcément, tu attends. En tout cas, pour la confiance, pour la suite de la séance, pour tous les autres, c'est aussi un penalty, enfin tir au but plutôt, qui est important. Qui a de l'importance. C'est vrai que souvent on parle de loterie, enfin beaucoup de gens emploient ce terme de loterie que j'aime pas du tout pour qualifier la séance de tir au but, mais on voit qu'il y a aussi une réflexion souvent derrière, parce que tu as beaucoup de joueurs qui, un peu les vedettes, qui aiment bien prendre le dernier pour être aussi le sauveur, ou en tout cas voilà, celui qui donne la victoire à son équipe. Alors que... J'ai toujours trouvé ça très con d'ailleurs d'être 5e, parce que t'es pas sûr de tirer quand t'es 5e. Mais en plus, beaucoup disent pour moi, la vraie star, elle se met en 1 ou à la limite 3-4. Mais 5, tu peux ne pas tirer, donc tu te retrouves comme un con si t'as pas fait tirer ton meilleur tireur, quoi. C'est ça, bref. Et puis bon, souvent le meilleur tireur, c'est quand même bien pour beaucoup, il doit être en premier, parce que c'est un tir au but réussi, c'est aussi ce qui permet quand même de bien lancer une séance, mine de rien. Et nous, elle a été lancée de manière absolument dramatique. Vraiment, le tir au but de Caio Henrique, je m'en remets pas, quoi. Je sais pas si j'ai déjà vu un tir au but aussi mal tiré. Bon, il y en a peut-être, mais après. J'ai une question piège, hein. C'est qui notre meilleur tireur de penalty? Parce qu'on commence à se demander. Hein. C'est vrai qu'avant la séance, on avait espoir que... c'est Zakaria peut-être, mais Ben Seguir, qui en a mis quelques beaux, mais il était déjà sorti à la mi-temps. Donc ouais, voilà. Donc très clairement, c'était... un match à oublier. La composition, alors il y avait une petite surprise, il y avait un petit peu de turnover quand même aussi. La première surprise, c'était la titularisation de Lucas Michal, donc, qui était aligné. Alors, certains ont vu un 4-4-2, le voyaient en pointe. Moi, je voyais plutôt un 4-2-3-1 avec Michal en soutien de l'attaquant. Bah non, de là à dire que c'était un 4-4-2, c'était peut-être pas très loin. Mais Hutter a dit en conférence qu'en deuxième période, il avait mis un peu plus milieu offensif axial. Donc bon, ce qui tend à corroborer que la première période, il était plutôt vraiment deuxième attaquant. Voilà, c'est sa première titularisation, comme Simon Boisbré quelques jours plus tôt contre Nantes. Oui. C'était le moment. Oui, il s'en est un peu mieux sorti, je trouve, que Boisbré qui avait vraiment eu un match très compliqué. Michal, ça n'a pas été extraordinaire, mais il y a eu quelques trucs sympas. Après, moi, l'idée, je l'aimais bien de mettre un second attaquant avec Mbolo, parce que on le sait, et puis d'ailleurs, ça va évidemment se confirmer dans les grandes largeurs hier soir.
ce gros problème de finition, mais il peut être intéressant dans des déviations. Donc lui mettre un deuxième joueur à côté de lui pour finir les coups, c'était pas une mauvaise idée. Bon, en l'occurrence, ça n'a pas porté ses fruits, mais je pense que ça peut être une vraie idée. Et puis en plus, il nous manquait quand même du monde. Donc tu avais Akliouche qui était toujours pas là, Golovin également, Ileni Kena, Balogun évidemment toujours blessé. Zakaria. Donc ça te... tu veux dire pour les joueurs offensifs, oui. Oui. Ouais, j'étais vraiment... Ça a failli faire 5-2 pour le PSG. Hein. Ils ont complètement explosé le match sur la fin. Et donc voilà, la compo, en tout cas sur les joueurs offensifs, était logique avec ce qu'on avait, quoi. Boisbré avait été catastrophique, donc il l'a pas remis. Ben Seguir, Minamino, et t'avais pas trop non plus d'autres solutions, quoi. Ouais. À moins de repasser à un système avec 2 pistons. Derrière aussi, au milieu de terrain, il y avait des changements. Kehrer était sur le banc, donc on a eu droit à la défense Singo Salisu. C'était plutôt rare pour être souligné, même si on l'a déjà eu, hein, mais voilà, c'est pas arrivé souvent non plus. Et en plus, comme Zakaria n'était pas là, c'est la première fois que Mbolo, enfin en tout cas, on avait un 3e capitaine. Ça n'a pas duré longtemps. Non, voilà, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était Mbolo, donc le 3e choix. C'est vrai qu'on se posait la question, enfin, je se posais la question, enfin, pas nous directement, mais enfin, moi, on m'a posé la question. T'as pas Zakaria, t'as du coup Kehrer sur le banc. Après, moi, je pense qu'en toute logique, c'est Golovin, je pense, qui serait le 3e s'il était là. Alors, c'était... Pas là non plus. Alors, c'est vrai que du coup, c'était un peu pendant l'intersaison, c'était lui qui avait récupéré le brassard. Après, là, contre Saint-Jean, Caio Henrique l'a eu à un moment donné quand Kehrer est sorti en fin de match. Voilà. Donc, peut-être que ça se joue. Voilà. Il y avait Golovin était encore là. Golovin, je pense qu'il ne jouait pas, non. Non, mais c'est pour ça que je te dis que je pense que je suis pas sûr que le Mbolo soit réellement le 3e. Mais bon, après, c'est un détail. Hein, ouais. Mais, c'est vrai que autant Zakaria est pas souvent là, maintenant, on peut le dire, autant Kehrer est quasiment tout le temps là. Mais comme tu disais, ça n'a pas duré longtemps. On avait également Kassoum Ouattara titulaire, et non pas Mawassa. Oui, c'est vrai. Et donc le milieu de terrain a été composé de la doublette Camara Magassa qui lui aussi redevenait titulaire. Donc Magassa, évidemment on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, début de match qui était plutôt agréable avec des occasions de part et d'autre, un rythme assez soutenu, assez intense. Donc très vite on a eu des bonnes situations, même très très vite on a eu la grosse première situation au bout d'une minute de jeu seulement, un bon centre de Ouattara que Mbolo n'est pas parvenu à reprendre, trop court. Ouais, c'est encore une fois, c'est pas forcément. En tout cas, c'est bien centré de la part de Ouattara, qui malgré tout confirme que sur cet aspect-là particulier de son jeu, c'est certainement notre meilleur latéral, vu que Caio Henrique visiblement ne sait plus le faire. Mais bon, il a d'autres lacunes, mais sur cette qualité pure de centreur, il est quand même assez intéressant. Et voilà, encore une fois, Mbolo, il commence son match de la pire des façons. Alors, elle est pas simple, le défenseur arrive à bien le gêner aussi, mais il n'empêche que je pense qu'un très bon neuf la met au fond, et même un Mbolo en confiance arrive à s'imposer physiquement, arrive bon an mal an à mettre le pied en opposition, et à moins que vraiment la trajectoire aille en plein sur le gardien, c'était but assuré. Donc ouais, tu commences d'entrée, tu te dis mais c'est pas possible, il est reparti pour nous enfoirer 2, 3, 4, et ça va être le cas en plus, hein, parce qu'on va revenir des occasions, encore une fois, où on en a eu des pelletés, quoi. Ouais, on peut même les évoquer un petit peu, hein, mais oui. Parce que bon, comme on n'est plus forcément sur un débrief chronologique, on va dire, on peut en parler. Oui. Mais... Il y a quand même un sacré paquet de ratés de sa part. Moi, je pense surtout notamment à la dernière tête. Il y en a deux, ouais, celle à la 72e et celle à la 94e. Mais peut-être encore plus la dernière, effectivement, où là, il est à bout portant, il a un caviar absolument
c'est interdit, ça. Il est tout seul. Ouais. Il est tout seul. Après, encore une fois, tu peux laisser le gardien faire une grosse parade, mais la tête, il est, tu dis à bout portant, t'abuses un peu, parce qu'il doit quand même il est entre les 6 mètres et le point de pénalty, Oui. quoi. Il est quand même plus proche du point de pénalty, je pense. Mais bon, bref. Mais par contre, il est extrêmement seul, donc il a quand même toute l'occasion d'ajuster un peu sa tête, de mettre de la puissance, et la puissance, c'est très relatif, et surtout, elle est plein centre, elle est dans la niche, n'importe quel gardien l'arrête, même Nubel, pour reprendre... Il aurait relâché, Donc, quand même. Ah ouais, ça Plein par axe. contre, il aurait peut-être relâché plein axe. Mais enfin, ouais, donc c'est con. En plus, je l'ai lu pas mal sur les réseaux, et même Boris l'a mis hier. Bon, lui, il n'y avait pas le début de la phrase, il n'y avait que la fin, je commence à le détester. Mais il y avait aussi beaucoup sur le réseau, et moi je suis un peu de cette équipe-là. On l'aimait bien, Mbolo. Ouais. Il a fait une super première saison, on était tous dégoûtés qu'il se blesse l'année dernière. Ouais. On l'a un peu vu en fin d'année, il était loin d'être à 100%. Et là, c'est clair qu'il commence à crisper un peu tout le monde parce que c'est trop. Au bout d'un moment, là, c'est beaucoup à tous les matchs. Et même s'il est toujours capable de faire des choses intéressantes dans le jeu, quoique hier, ça n'a pas été trop le cas, mais au bout d'un moment, mec, t'es neuf. Hein. Ton boulot, c'est mettre le ballon au fond, quoi. Donc, c'est pas possible de rater autant de situations. Contre une équipe très très faible, ça finit par passer parce que t'en as tellement parce que le problème n'est pas que d'Embolo, le problème est global à Monaco, mais c'est vrai qu'il en est la figure de proue quand même de ce manque criant d'efficacité. Heureusement, on a acheté un vrai neuf et déjà il nous a prouvé qu'il savait bien tirer les pénaltys, donc ça c'est bien ça. Et ça commence fort. Voilà. Ouais. On avait Balogun qui sait pas les tirer, on avait Mbolo qui sait pas les tirer, on a un troisième neuf, il sait pas les tirer non plus, donc on est bien. Et on pourra reparler du match de Biret tout à l'heure, parce qu'il y a pas mal de choses à dire aussi. Hein. C'est pas, pour le coup, le match son entrée était pas du tout inintéressante. Non. Mais oui, par contre, il nous a fait un petit hommage à Balogun contre Nice sur son tir au but. Ah, clairement, c'était le même. Hein. Ouais, c'était l'idée, ouais. Ouais. Alors en tout cas, tu disais, on parlait de ce début de match avec des bonnes situations. Il y en a une bonne pour aussi Ben Seguir qui frappe complètement au-dessus, qui se déchire complètement sur sa frappe. Mais t'as Reims qui répond avec une occasion aussi par c'est Nakamura. Ah, pardon. Peut-être t'en as une autre en tête. Bah oui, moi j'en ai une d'Ito assez rapidement dans le match, dans les 10 premières minutes, où il cadre pas. Mais c'est Nakamura, mais je crois que c'est Ito qui le lance. Ouais. Ah, c'est peut-être pour ça alors. De toute façon, maintenant il y a 3 Japonais, donc ça va être dur de s'y retrouver à Reims. Mais comme tu l'as dit, justement, le premier vrai événement du match, alors c'est pas un tournant, mais c'est un premier événement, c'est la sortie sur blessure de Singo, qui semblait toucher au niveau des lombaires. Il se tenait les lombaires en sortant. J'ai pas vu l'action, je sais pas si toi t'as vu ce qui s'est passé, mais j'avoue que j'ai rien noté particulier pour savoir à quel moment ça s'est passé. Honnêtement, moi non plus, mais après, parce qu'il faisait extrêmement froid, a priori, quand même, hier, c'est même une certitude. Ouais. Donc, en début de match, comme ça, si tu t'es pas bien échauffé, c'est quand même une zone du corps où tu peux vite te bloquer. Ça peut être tout con sur une course, ça peut être aussi sur un saut, et il est retombé un peu durement, pareil, sur un terrain extrêmement dur, donc tout de suite, ça résonne dans le bas du dos. Bon, tout ce que j'espère, c'est que c'est pas trop grave et qu'on va pouvoir le revoir dès ce vendredi à Montpellier. Mais c'est clair que c'est pas la meilleure façon de débuter un match, quoi. Même si le changement Singo-Kerrer, c'est pas ce qui fait basculer le match. Hein. Tu perds pas non plus en qualité. Enfin, je veux dire, c'est un titulaire qui remplace un titulaire, quoi. Donc, ouais. Oui, non, je veux dire, après, c'est vrai que au final, sur les situations, les buts, c'est pas ça qui. Non. C'est pas ça, enfin, on peut pas dire Kerrer nous a coûté. Bon, je sais qu'il fait une petite bêtise à un moment donné, mais voilà, c'est pas. Sur le but, c'est pas lui non plus, donc. Bon, je suis d'accord. Il n'y a pas eu un impact réel sur ce remplacement-là et cette blessure.
Il y a quand même première situation un petit peu litigieuse. Alors, je sais que toi, t'es pas forcément d'accord. Donc, on rappelle, il n'y avait pas de VAR aussi dans ce match. Le VAR n'arrive qu'à partir des quarts de finale pour la Coupe de France. Il y a eu une première situation litigieuse à la 13e minute. C'est Magassa qui accroche... je sais plus qui d'ailleurs. Je sais pas si c'est Diacon. Ouais. Je sais plus. Mais voilà. Les joueurs rémois, c'est pas ceux que je connais le mieux, on va pas se mentir. Après, j'avoue que par rapport à hier, je les ai un petit peu oubliés aussi. On va pas se mentir de savoir qui était impliqué sur telle action. Mais voilà, il y a une petite situation un petit peu litigieuse. Et là, on retrouve un petit Magassa qui fait... Il y a un petit accrochage. Donc, c'est peut-être lui qui fait potentielle faute. Alors, toi, je sais que tu trouvais qu'il n'y avait rien. Non, moi, je trouve que la situation rien, est litigieuse, mais en tout cas, voilà. Pour moi, s'il y a VAR, en l'occurrence, il n'y a pas VAR, hein, mais s'il y a VAR, on est exactement dans le cas que moi je veux utiliser la VAR, à savoir est-ce que c'est clair qu'il y a une faute? Non, donc décision de terrain. Et à l'inverse, s'il avait sifflé penalty, est-ce que c'est clair qu'il n'y a pas faute? Non plus, donc décision de terrain. Et je prends trop la tête avec cette putain de vidéo, il me fatigue. Mais bon, bref, en l'occurrence là, elle y était pas, donc au moins il y a pas de débat. Mais siffler penalty dans un second temps sur ça aurait quand même été très dur. Voilà. En tout cas, sur d'autres situations, il y aura débat par contre un peu plus tard, hein, et ça. Même là, il y a pas de débat non plus là. Mais 8 heures en tout cas l'a signalé, hein, mais c'est vrai que Minamino va marquer un but qui va être signalé hors jeu, et Minamino ensuite va être aussi victime d'une faute, et là pour le coup les images sont, c'est vrai, plus nettes par rapport à la situation rémoise, je te le concède. Là pour le coup il y a évidente faute, il y a une faute évidente et une erreur aussi manifeste pour le coup de la part de l'arbitre. Et Gaël pour reprendre les termes, il faut que ça soit une erreur manifeste. Bon, bah là, il y était, l'erreur manifeste. Merde, il l'éclate en deux. Mais bon. Et c'est vrai que, mine de rien, ça... Alors, c'est pas de se trouver des excuses, hein, évidemment, parce que ça n'excuse pas l'élimination, mais c'est vrai que ce sont des faits de jeu qui ont une incidence aussi, potentiellement, sur le match. Alors, un penalty, c'est pas sûr qu'on le marque, hein, ça... Clairement, je crois que ça s'est vu sur la séance de tir au but. C'est clair. Mais un but, ça par contre c'est dommage. Ouais, puis c'est dommage parce que ça nous empêche une élimination contre Bourgoin au prochain tour. Donc moi je trouve ça un peu, tu vois, ça aurait plus de panache quoi. On faisait que d'être éliminé par des équipes de division inférieure. Là c'est une Ligue 1, il y a quand même une vraie amélioration cette année. Il faut quand même le noter. C'est vrai que j'aurais pu le mettre dans mon j'aime. C'est que là quand même, c'est toujours au tir au but. On va pas se mentir. Mais là, c'était une Ligue 1. Donc, il y a quand même, on peut noter une vraie amélioration. Bravo, les gars. Ouais. Puis, on n'a pas eu de balle de match aussi, comme les 2 années précédentes où on avait le penalty de la gagne à chaque fois et qu'on l'a raté. Pas l'oublier, ça. D'ailleurs, ce qui est intéressant à noter, c'est que les deux situations, en tout cas entre la situation de la surface monégasque et le but refusé pour hors-jeu, sont deux situations qui se suivent. Hein. C'est-à-dire que d'abord, il y a le contact dans la surface, et que sur le contre qui suit, c'est là qu'il y a le but refusé pour Minamino. Donc, c'est vrai que s'il y avait la VAR, ça aurait été intéressant. Enfin, on aurait eu le but refusé, peut-être, potentiellement, s'il était revenu sur un penalty potentiel. Bon, en tout cas. Il y a aussi une grosse occasion de Mounetzi qui est contré, enfin, qui est sauvé au dernier moment par Kerrer. Donc, une belle intervention de sa part, mais bon, en tout cas, on peut arriver aussi au premier but rémois, hein, pour aller un peu plus vite, parce qu'il y a quand même je vais pas dire une domination rémoise, mais on a l'impression que Monaco s'endort un petit peu, voilà, et que Reims parvient toujours à garder ce côté un peu plus piquant en transition, alors que Monaco fait pas mal tourner sans véritablement être dangereux, et jusqu'à l'ouverture du score rémoise, finalement, Monaco est plus vraiment dangereux, quoi. Oui, non, il se passe plus grand-chose pour nous. Et puis, tu sais, hein, de toute façon, que un de tes points faibles, parce que dernièrement, quand même, il y en a beaucoup, mais bon, les coups de pied arrêtés, c'est une évidence que ça c'en est un beau, donc il faut éviter d'en concéder.
Bon, bah là, évidemment, t'en concédant en plus sur une faute débile, une faute inutile, tu te mets dans la merde, le coup franc est très bien tiré, absolument aucun défenseur ne saute, et tu te fais fusiller à bout portant par une très belle tête du frère jumeau de Tiemoué Bakayoko. Il y a quand même un truc, hein, il y a un on va pas air. se mentir. Ouais. Il y a un vrai air. Et enfin voilà quoi, et tu te retrouves, et honnêtement, moi je suis devant ma télé, mais je suis même pas énervé, je suis blasé parce que tu le sens arriver, et tu sens que de toute façon tu as eu beaucoup de situations quand même en début de match, t'as pas été foutu de les mettre et tu te fais punir comme d'habitude sur un coup de pied arrêté où il y a aucune envie, où personne ne saute, où voilà, tu laisses ton gardien se faire fusiller à bout portant. Voilà, et t'es mené 1-0 à l'extérieur, en plein hiver, il fait je sais pas combien de degrés, tu sens déjà que la soirée, elle est en train de partir pas dans le bon sens. Alors ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mais voilà, du coup bah, ça force à 18h à réagir à la mi-temps, donc on a 2 joueurs qui sortent, Elias Benseghir et Sungutu Magassa, j'ai presque envie de l'appeler Sungumu Magassa, parce que je pense que... Ouais, je l'ai dit pendant le CM, c'est le nouveau Badiachil. C'est voilà, t'as envie de le prendre et de le secouer et de lui dire mais oh gros, tu joues un match, t'es footballeur professionnel, au moins je sais pas, un peu de c'est Badiachil, c'est le nouveau Badiachil, c'est terrible. Est-ce que ça fait une pour dire El Nuevo Badiachil? Ouais, c'est vrai. Faudrait leur donner l'idée, mais ouais, en tout cas, il me fait penser à lui, quoi. Et c'est pas forcément très bon signe. Ouais. Alors, c'est vrai que est-ce qu'on peut peut-être parler directement déjà de ces 2 joueurs qui sont sortis, parce que clairement, ça fait partie des flops, Magassa, Benseghir. Magassa, alors on le retrouve impliqué sur le but, d'abord parce que il y a la faute qui est commise à l'entrée de la surface, c'est lui. Et tu parlais justement du coup franc et de la tête de Kipré, qui est donc le sosie de Bakayoko, Cédric Kipré. En fait, Kipré, alors il arrive, alors c'est une défense de zone, hein, très clairement, mais une défense de zone qui est vraiment pas du tout maîtrisée. Et Kipré, en fait, quand il arrive à un petit peu lancer, ils ont oublié défense surtout, ils ont fait la zone mais pas la défense. Kipré qui arrive un petit peu lancé et en fait ça suit absolument pas, ça prend absolument pas les bons marquages, donc voilà, ça reste dans des entre-deux à chaque fois et personne prend personne et en l'occurrence là c'est Magassa quoi pour le coup qui est un petit peu concerné sur ce but et qui se fait passer devant tout simplement. Voilà, donc il y a ça, il y a d'autres choses avec Magassa, malheureusement, des pertes de balles parce que une trop grande nonchalance, parce que le jeu va souvent un peu vite et que des fois, lui, il n'arrive pas à monter le curseur au niveau de l'intensité. Il y a des fautes, encore une fois, il y a des... Voilà, il fait des... Voilà. C'est encore encore ce serait dur. C'est un mauvais match, j'ai envie de dire presque qu'il replonge un petit peu parce qu'à l'automne il nous avait quand même un petit peu habitués à mieux, en tout cas il avait monté un petit peu le niveau avec des prestations intéressantes. Voilà, pour le coup c'est une prestation totalement ratée quoi. Ouais, c'est ça, je te dis, on l'avait mis dans nos avertissements, je pense, ou en tout cas dans juste pas ça, en tout cas c'était pas très positif pour lui parce qu'il y avait quand même ce côté vraiment trop up and down et il y avait quand même un peu plus de down. Bon là il redémarre la saison, mais après il est à l'image de l'équipe, je sais pas si on l'a dit, mais on est à quoi, une victoire sur les 10 derniers matchs ou un truc du genre, enfin la série est catastrophique, donc tu peux pas non plus t'attendre à que ça soit un de tes plus jeunes joueurs qui te porte, même si certains sont capables de le faire dans les postes un peu plus offensifs en tout cas, Ouais, c'était vraiment pas bon et c'est logique de le voir sortir à la mi-temps. Et pour ce qui est de Benseghir, c'est un peu pareil. Benseghir, qui en a peut-être un peu trop fait, comme de temps en temps, malheureusement, il le fait. Et c'est pour ça qu'il est intéressant, mais c'est pour ça aussi qu'il a des côtés agaçants. Donc il le sort de manière assez logique. Il n'y avait pas d'erreur majeure.
Mais moi, ce que je trouve mi-temps, terrible, de la part de, insatisfaisante. ouais, ce que je trouve terrible de la part de Benfica, en fait, c'est que, hormis les premières minutes, finalement, où tu sens qu'il y a de la volonté de partir assez fort, d'aller provoquer, d'aller essayer de déstabiliser. Au bout de quelques minutes, derrière, c'est fini, en fait. Il y a quasiment plus rien dans son match. On le voit plus, quoi. On le voit plus. Alors, il est sorti, il a touché 24 ballons. Alors, c'est pas un total catastrophique non plus, mais voilà. Alors, c'est un joueur, on le trouve pas, il fait aucune décision. Il a quasiment plus trop provoqué. Il y a plus ce côté passe un petit peu qui casse un petit peu les lignes adverses, etc. On a tout perdu de sa part, je trouve, sur ce match. Et donc, j'ai compté 10 minutes et puis après, c'est devenu Casper. Voilà. Je sais pas, je te dis, toi t'en parlais après le trophée des champions, qu'à la fin du match, ils avaient l'air un peu de s'en foutre et qu'ils rigolaient. Enfin, j'étais pas le seul, hein. Mais bon, ils en ont rien à foutre du trophée des champions. Pour le coup, je vais pas leur jeter la pierre parce que je pense un peu comme eux. Bon, par contre, Camara qui nous explique qu'il y a pas d'envie en Ligue 1, déjà c'est beaucoup plus problématique. Visiblement, il n'y a pas non plus d'envie en Coupe de France. Ok. Bon, alors il reste la Ligue des Champions. Sauf qu'en Ligue des Champions, les gars, on vous a vu, hein, contre Arsenal ou contre Benfica ou contre, il n'y avait pas non plus une envie débordante. Donc on attend Aston Villa et l'Inter, et si on voit pas 11 chiens sur le terrain, même 16 avec les entrants pendant 2 fois 90 minutes, il y aura plus d'envie à mettre nulle part parce que la saison sera terminée. Ouais. Donc peut-être qu'il y aura encore 2 matchs de barrage, mais bon, bref, vous m'avez compris, quoi. Ce que je disais, hein, vivement la fin de saison, du coup. Et bien sûr, la fin de saison, mais les matchs, on va. Je te dis, en fait, là encore, comme kiff, il nous reste la Ligue des Champions parce que malgré tout, comme des cons, on va y croire, et qu'avant Villa, on va se dire alors peut-être que, et puis on va perdre 3-0, puis on va se dire en fait non. Et puis on va se qualifier à la 22e place, on va jouer du coup 22e, ça nous fait jouer une équipe aux alentours de la 10e place. Et puis on va se faire sortir, et puis voilà. Et puis après, si on a une belle affiche, on peut kiffer. Oui, non, mais on va les regarder parce que c'est quand même des matchs européens. Mais même, tu sais quoi, avec le cul qu'on a en plus, on va avoir une affiche de merde. Ouais. On va se taper même pas une équipe avec un peu de renom, et on va quand même se faire éliminer, tu vois, genre le PSV ou je sais pas quelle connerie, et on va se faire éliminer quand même. Et puis on pourra dire, voilà, le moment de la saison, c'est on a gagné à Lyon et on a battu Barcelone, et puis c'est tout. Et tout ça, c'était fini donc le 10 septembre. Voilà. Brest est dans le top 8 toujours ou pas? Ah oui, ils ont 13 points, donc ouais. On peut jouer Brest. Putain, t'imagines si on prend Brest et qu'on se fait éliminer par Brest. Oh là, sur le match aller-retour là, au Stade de France sur en un plus. Sur un but d'Ajorc. Non, ils veulent pas le Stade de France. Ah, ils veulent pas. Ils ils vont jouer où alors? Ils veulent pas. Ils sont dans la merde. Mais ils veulent pas y aller en tout cas. Ah. Non, mais ils restent à Guingamp, mais par contre le stade est encore réduit un peu. Parce que comme il y a les normes de sécu, je sais pas quoi, donc le stade, je dirais une connerie, hein, j'ai pas les chiffres exacts, mais genre il y avait peut-être 20 000 places, et du coup là il y en aura que 16 000. D'accord. Un truc du genre. Voilà, c'est vrai que comme tu dis, hein, il nous reste, je pense, 2 matchs pour kiffer, et c'est vrai que même moi personnellement j'en ai un peu marre déjà, donc c'est assez inquiétant. Ils s'en foutent en plus. Ouais. Ils s'en branlent. Alors, je sais pas. Alors, j'ai lu, hein, j'ai pas vérifié, mais j'ai lu. C'est qui Singo et Kerrer, je pense que lui, ça le fait chier. Mais bon. Ouais. Non, j'ai lu. Il y en avait 2 qui se marraient à nouveau sur le banc. Je sais plus qui. Je crois qu'il y avait Singo et un autre, mais je sais plus qui. À un moment donné sur le banc, ils étaient en train de se marrer. Donc j'ai pas vérifié, j'ai pas vu l'image, mais voilà, si effectivement t'es en train de te faire sortir après les tirs au but et que tu te marres sur le banc, parce que franchement le tir au but de Caio Henrique, il y a rien de drôle. Hein. Je dis ça en rigolant, mais c'est pas drôle en réalité. Donc voilà. Le tir au but de Caio Henrique, il fait celui de Lizarazu en 98 était mieux tiré, et pourtant celui de Lizarazu en 98 il est particulièrement mal tiré. Et celui-là, il est encore pire. Ah, Ah, putain. Enfin bon, voilà. Ouais.
Donc voilà, en tout cas, donc Monaco qui rejoint le vestiaire mené, donc Hutter qui fait 2 changements, donc on a l'entrée de Mika Biret, enfin, on l'a pas attendu longtemps, on l'a attendu 45 minutes, mais ça nous paraissait déjà extrêmement long. Je pense surtout qu'on avait tous hâte quand même de le voir. C'est surtout ça, c'est forcément cette petite nouveauté, on a envie de voir ce que ça donne et on a cette curiosité-là et surtout on a envie de voir s'il était capable d'apporter quelque chose à l'équipe. Donc je pense qu'en tout cas on a vu, on en parlera. Et puis le deuxième changement, donc Magassa qui a été remplacé par Jordan Tézé qui est placé au milieu de terrain. Donc j'avais dit, pourquoi pas ne pas le retenter, ça mérite en tout cas d'être vu. Donc voilà, il y est allé. Deuxième période qui va être quand même beaucoup plus favorable à Monaco, quand même d'une manière générale. Et donc il y a l'égalisation qui est assez logique d'une certaine manière. Parce que on est quand même un petit peu... On prend quand même l'ascendant sur les Rémois au niveau du jeu et au niveau des occasions. Ah oui, la seconde mi-temps, en fait, j'ai l'impression qu'il faut vraiment attendre les derniers instants avec cette tête du Rémois dans les 6 mètres pour que réellement ils aient une situation nette de but. Nous, on s'en procure plusieurs. Et voilà, t'as cette jolie tête de Salissou. Bravo, c'est bien, parce que c'est vrai que dernièrement, il était quand même un peu dans le creux de la vague. Hier, il a plutôt fait un bon match. En plus, il marque son but. Donc, voilà. Hier, il a fait la prestation qu'on pouvait attendre de lui régulièrement et qui n'était plus le cas. Mais voilà, c'est une des rares satisfactions d'hier soir, quoi. Ce match global de Mohamed Salissou. Or, c'est une bonne nouvelle, mais c'est bien trop peu par rapport au reste, quoi. Ouais. Et donc, du coup, sur cette situation, donc on a la passe de Biret, donc qui est déjà décisif. Donc, ça fait plaisir, mine de rien, de voir ce joueur déjà décisif. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié sur son match, c'est aussi ses déplacements. Je trouve que c'était intéressant parce que on l'a beaucoup présenté comme un joueur de surface, comme un joueur de vraiment attaquant, renard de surface, donc potentiellement un joueur très axial. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est un joueur qui est plutôt qui a tendance à beaucoup bouger, qui a pas hésité même à beaucoup s'excentrer. D'ailleurs, c'est là que vient la passe, parce qu'il est sur le côté droit. Donc c'est intéressant de voir que finalement, il reste pas uniquement dans cette zone, il travaille pas mal sur la largeur. Quitte à sortir un petit peu des zones et y revenir un petit peu peut-être pour se faire oublier, pour venir un peu différemment. Donc je trouve qu'il y a cette manière de se déplacer qui est assez intéressante en tout cas. Oui, son entrée n'a pas été mauvaise. Voilà, maintenant on a eu un échantillon tellement faible que évidemment que ça demande à être revu, et ça va être revu très certainement dès vendredi. C'était pas mauvais. Maintenant, voilà, il y a évidemment ce penalty. Quand t'as dit ça va faire penser à De Funès. Oui, c'était pas mauvais, c'était très 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 mauvais. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Non, mais voilà, et forcément, parce que tu le dis, on nous l'a vendu comme un renard des surfaces, donc comme un buteur pur. Au final, tu te rends compte que t'as un mec qui se désaxe sur le côté et qui, par contre, dans le dernier geste, et visiblement, c'est pas ça non plus. Non, mais enfin, encore une fois, on verra. Il n'a pas trop eu d'occasion malgré sur ce match quand même. Quand tout à l'heure, tu as dit on l'attendait tous, on avait hâte qu'il rentre, c'est quand même aussi symptomatique du problème de l'AS Monaco en ce moment, c'est que t'en es à attendre un mec qui a un CV qui tient sur un post-it, que personne ne connaissait il y a encore un mois, faut arrêter, à part Brest et puis Lille. Je crois que les deux ont joué le Sturm Graz, si je dis pas de bêtises. Et sinon, personne ne le connaissait, et là, on a l'impression qu'on a refait Berbatov. Non, les gars, c'est Berbatov, quand il est arrivé, on avait hâte de le voir évoluer. Oui, ok. Même Balogun, on avait hâte d'une certaine manière. Même Mbolo, il y avait quelques doutes, mais il y avait déjà un CV un peu plus long. Mika Biret, et tout le monde est là en mode ça va être le sauveur. Putain, si c'est ça ton. Putain. Ouais, écoute, pour l'instant, le sauveur. On rappelle que. Il va peut-être être très fort, et on lui souhaite évidemment, mais. Nous aussi, on le connaissait parce qu'il avait marqué contre nous en match amical.
Il avait marqué. Je regarde pas les matchs Je sais amicaux que tu les avais pas et regardés. Trophée des champions. Voilà. C'est Mais pareil, du coup, il avait marqué contre nous. Alors, c'est sur un penalty, en plus. Putain, le con, en plus, il se fout de notre gueule. En plus, il nous troll. Il commence bien, lui. Il commence fort, quoi. C'est vrai qu'en plus, que je dis, putain, il a marqué. Bah oui, mais en plus, c'était un penalty. Ça vient de me revenir. Ouais, mais dans les buts, attends, c'était Philippe Keun aussi. C'est normal, non? Ouais, enfin là, hier. Je sais plus, c'était qui dans les buts? Est-ce que c'était Majewski ou c'était Keun? Majewski devait être blessé, non? Je pense que ça devait être le moment où il était peut-être déjà blessé, ouais. Je sais plus. Bon, voilà. Il n'a pas fait une mauvaise entrée. Là, je rigole un peu parce que malgré tout, ça me fait rire qu'il soit vu comme le sauveur. Non, les gars, c'est Mika Biret. On sait absolument pas son niveau. Il jouait à tombe-grâce dans un des rares championnats européens qui est plus pourri que le nôtre. Donc on verra. Mais voilà. C'était bien, je confirme, c'était bien Philippe Keun, mais c'était à la fin de la première période et Majewski était rentré en deuxième période. Donc voilà. Finalement, il fallait qu'il y ait Philippe Keun pour qu'il mette son tir au but, quoi. Peut-être. Il va en marquer plein à l'entraînement, c'est bien. Voilà. En tout cas, voilà, cette égalisation monégasque donc intervenue à la 70e. Et derrière, il y a encore d'autres situations, malheureusement, que Monaco ne va pas transformer. On en a parlé, il y a Minamino, il y a ce penalty aussi, 73e. Il y a Mbolo, évidemment, les têtes, à chaque fois qui sont ratées. Donc voilà. Donc on se dirige finalement vers l'inéluctable. On s'y attendait peut-être un petit peu quelque part. Enfin, vous voyez que le chemin que ça prenait, la fameuse séance de tir au but, et donc là. Tu le sais. Voilà. Tu sais que t'es éliminé. Tu le sais que t'es éliminé. Il n'y a même pas de suspense. Et en plus, le suspense, tu l'as dit tout à l'heure, hein, il est de courte durée. Tu vois Caio Henrique qui arrive avec. Tu le vois prendre sa course d'élan, tu vois, oh putain. Et puis là, tu vois le ballon qui part et tu te fais, mais c'est pas possible. Il s'est trompé de pied, quoi. Et c'est pas, il t'envoie une saucisse qui rebondit quasiment. Oh, c'est terrible. C'est-à-dire que même Valère Germain frappe plus fort que ça. Mais même un gardien U11, il l'arrête. En fait, il suffit de pas bouger. Donc, oui. A priori, même moi, je peux l'arrêter, je pense. Ah, mais tout le monde, mais même un très mauvais gardien l'arrête, parce qu'un très mauvais gardien, il va avoir tendance à pas bouger. Ouais. À pas se dire je vais essayer d'aller chercher un côté, de toute façon ça sert à rien. Donc c'est terrible, il y a rien, et voilà, et à partir de là tu sais que toi t'as un gardien qui est pas capable d'en sortir un, donc c'est fini, voilà. Au mieux tu vas perdre 5-4. Ouais. On s'est dit on va quand même on va faire ça plus vite. Ouais. Ouais, parce que du coup l'autre raté Biret, et ensuite Camara qui a raté lui pour le coup le cadre tout simplement. Visiblement impressionné par les parades de Yvan Diouf. C'est pas, il s'est trompé de deux sports, quoi. Le rugby, c'était pas en semaine. Ouais. C'est terrible. Si ça avait été Mawissa, peut-être que le rugby, enfin en tout cas, ça aurait été plus cohérent. Ah oui, c'est vrai qu'il a dit ça. Que son instituteur voulait qu'il fasse du rugby. Ouais, peut-être. Hein. Non, mais avec quelques kilos en plus. Après, évidemment, il aurait dû faire 15-20 kilos de plus que ce qu'il fait. Mais après, moi, je me demande la raison pour laquelle il a dit pourquoi ça. Pas. Est-ce qu'il parlait est-ce qu'il avait déjà vu qu'avec les pieds ça n'allait pas, ou est-ce que c'est possible. C'est possible. Après, il y a certains postes au rugby qui demandent d'avoir une qualité de pied quand même, qui est différente, mais une certaine qualité de pied. Est-ce que tu penses que Antoine Dupont est pas meilleur au pied que Mawissa? C'est même pas impossible, il est tellement fort ce con que tu sais pas. En tout cas, voilà, élimination, malheureusement, on s'y attendait. C'est presque à se demander si, quand tu vois la gueule des pénaltys, j'ai envie de dire, est-ce que tu te demandes si c'est même pas fait exprès, quoi? Parce que rater les 3 premiers comme ça, de cette manière, c'est quand même plutôt rare. Ouais, c'est ça. Mais quand tu vois comment c'est tiré, tu dis, mais non, ils avaient pas envie de les tirer, en fait. T'as l'impression que c'est un sabotage, quoi. Je sais pas. Ouais, encore une fois, pas d'envie, tu les sens pas trop concernés. Je sais pas.
Là, je sais plus quoi penser. Encore une fois, voilà, on a fait un super début de saison et puis petit à petit c'est tombé, mais il y avait quand même toujours le petit match, le sursaut qui te relançait un peu. Là, maintenant, ça fait une dizaine de matchs que c'est le néant total, que ta seule victoire, c'est contre une équipe amateur. Ouais. Et Toulouse. Tu avais marqué... Oui. Où tu avais marqué pas mal de buts, mais où tu en avais raté... ouais, tu aurais dû en marquer 10, quoi. dont 2 pénaltys. Donc tu avais déjà quand même un premier aperçu de ce qui pouvait se passer en 4 séances de tir au but. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, ça fait 3 ans que tu es éliminé au péno. Il y a 2 ans, Golovin avait eu la balle de match, l'avait raté. L'année dernière, c'est Balogun qui l'a eu, il l'a raté. Et Magassa, je crois aussi, peut-être, non ? Oui, mais ouais. Ils avaient eu la balle de match, quoi. Ouais. Et ensuite, il y avait un autre qui ratait derrière. Ouais, Magassa, et puis c'était qui Pas Ben Seguir aussi qui rate ? Je sais plus. Il y a 2 ans, c'est pas lui qui fait... Bon, bref. Ouais. Voilà. Donc, enfin, voilà, ouais. C'est vrai que, en tout cas, Pat a ressorti les stats sur son compte Twitter. Très clairement, nos séances de tir au but, pour nous, globalement, c'est synonyme d'élimination. Donc, on était absolument pas surpris, malheureusement. 2 séances de tir au but gagnées sur les 8 dernières. Donc c'était contre Lens et contre Metz. C'était en 2020-2021 contre Metz. Voilà. Ouais, Lens c'est l'an dernier, mais Lens, tu fais éliminer à la séance d'après. Donc... C'est ça. Et puis en plus, tu gagnes à l'arrache contre Lens parce que je crois que t'es bien. Et puis ils reviennent et ils te refont douter. Et c'est pas une séance où il y a 4-5 arrêts en tout. Il y a énormément de ratés, je crois, dans cette séance. Ouais, et il me semble, je crois que Mejki fait 1 ou 2 arrêts, je crois. Mais oui. Plus un raté et Samba aussi. Donc, je crois qu'il doit y avoir 5 pénaux ratés, quoi, en tout. Ouais, il me semble qu'il y en a pas mal, ouais. Donc voilà, les top flops, alors on a déjà parlé évidemment de pas mal de flops, Ben Seguir, Magassa, je pense qu'on peut rajouter Minamino. Est-ce que Minamino dans le lot ? On en a parlé d'Embolo aussi, bien sûr. Minamino aussi, pareil. Je crois que... C'était Akliouche qui avait raté le 8 février 2024. Ah oui. Non, mais j'ai dit Ben Seguir et en l'occurrence, c'était Akliouche. C'était pas la même touffe. De petits jeunes. Voilà. L'année dernière, c'était donc Akliouche. Ouais. Donc voilà. Minamino, lui, il a pas tiré. Forcément. Puisqu'on rappelle, il avait raté aussi un tir au but contre... un penalty contre Saint-Jean. Donc, avec le Japon aussi, à la Coupe du Monde. Ah, alors celui-là, je me rappelais pas. Si. Non, mais je te crois. Non, mais, pour le coup, c'est plus conquis, mais... Cela non, mais de toute façon, Minamino, il a fait un match, il a fait un mauvais match, mais... Oui, parce qu'au final, même s'il marque ce but qui est refusé pour hors-jeu, et même s'il obtient ce penalty, je veux dire, est-ce qu'on a vraiment... on fait vraiment une lecture différente de son match ? J'en suis pas convaincu, parce qu'au final, tout le reste, absolument tout est raté. Les orientations de jeu, les passes... Il obtient le penalty et que ce penalty est transformé, alors ça fait beaucoup de si, surtout la deuxième partie, évidemment. Forcément, ça rend la copie tout de suite un peu plus positive. Ouais. Mais il n'empêche que oui, son match n'est pas bon, mais pareil, c'est à l'image de sa saison. T'as quand même, il y a eu pareil un peu comme l'équipe, il y a eu globalement c'est très moyen, mais il y a eu quelques matchs corrects. C'est lui qui avait marqué le premier but de la saison, par exemple, pour la première victoire. Mais tu as quand même un peu la sensation maintenant qu'on a de nouveau le Minamino de l'année 1. Donc visiblement, il est fort en année paire, donc il faut le garder encore 1 an, et puis après on le refourgue après, parce que c'est pas... Je rappelle que les auditeurs, vous avez prévu que ça serait le joueur de l'année. Plus inquiétant, il est fort en année bissextile. Oh, alors là, on est bien dans la merde. Parce qu'à la prochaine, là, si on le garder jusqu'en 2028. Ouais, non, là, ça va être très très long. Là. Ouais, donc, en année où il y a l'euro en fin d'année. C'est ça. Qui est Euro qui ne le concerne d'ailleurs absolument pas.
Ah, c'est pour ça, En du plus. coup, il a pas la pression de se dire qu'il peut être sélectionné, Ouais. donc je sais pas. Après, il avait, Mais la ouais, coupe, non, enfin, il avait la Coupe très d'Asie. mauvais. Enfin, ouais, la Coupe d'Asie. Oui, ouais, exact, l'année dernière, ouais. Enfin, voilà, donc Minamino en flop. Après, on peut mettre à peu près quasiment tout le monde. J'ai quand même envie de sauver quelques joueurs. Alors, le premier, c'est Salissou, forcément. Déjà, bon, lui, il a marqué, mais surtout, je trouve qu'il fait un bon match. Globalement, il a été solide dans le duel. Il a pas été trop inquiété en fin de compte. Donc voilà. Non, mais j'en parlais tout à l'heure. Il a de nouveau fait un match. Moi, je l'aime beaucoup, Salissou. L'année dernière, j'étais persuadé qu'il allait nous faire énormément de bien quand on allait enfin pouvoir le voir. Ça a été le cas. Il avait fait un plutôt bon début de saison, même si il y avait eu une ou deux erreurs, mais bon, ça arrive à tout le monde. Hein. Mais globalement, c'était solide. Là, par contre, c'est vrai que dernièrement, il y avait quand même beaucoup plus de négatifs que de positifs. Ouais. Bon, écoute, là, il a refait un bon match. Maintenant, pour réellement réinverser la tendance, il va falloir qu'il nous fasse 3-4 prestations de suite de qualité, vu qu'il en a fait 3-4 de suite pas bonnes. Et c'est bien, c'est un bon début. Mais bon, au final, c'est dans une élimination, donc ça sera oublié, quoi. Oui, malheureusement, ouais. J'ai bien aimé le match de Vanderson, je sais pas si c'est le cas aussi pour toi. Alors, il n'y a pas forcément d'action décisive, mais en tout cas, il y a quand même 2 bons centres, notamment un pour Minamino qui doit conclure à l'heure de jeu. Mais je trouve que il avait une bonne activité pendant tout le match, donc je trouve qu'il y a lui aussi un petit progrès là depuis quelques temps. Je sais pas, est-ce que c'est peut-être parce qu'on lui a dit qu'il était sur la liste des transferts qu'il se réveille. Mais voilà. Ouais, peut-être. Ouais, non, c'est plutôt une valeur sûre. Vanderson, je trouve que depuis le début d'année, moi, pour le coup, je trouve que c'est un des joueurs les plus réguliers. C'est jamais monté très très haut, mais c'est jamais vraiment descendu. Alors évidemment, il y a cette histoire à Nice. Et il y a cette histoire globale, de toute façon, d'attitude, ouais. Et il est un petit peu toujours sur les dents. Mais au moins, c'est un joueur qui a envie. C'est un joueur qui baisse pas vraiment les bras, qui a l'air jamais de prendre vraiment ça par-dessus la jambe. Donc, ouais, Vanderson, c'est bien. Est-ce qu'on parle un petit peu, avant de passer au débat, de Lucas Michel, de sa première en tant que titulaire? Tu le disais, c'était mieux que Boisbré la dernière fois. J'ai l'impression que, justement, par rapport à Boisbré, il a l'air un peu plus, déjà un peu plus mature dans son jeu. J'ai l'impression qu'il a déjà un peu plus intégré, on va dire, la dimension athlétique et la dimension aussi de vitesse du jeu, d'intensité du monde pro par rapport aux jeunes. Chose que visiblement Boisbré n'a pas encore bien intégré. Je l'ai trouvé pas mal. Je pense que lui aussi, pareil, c'est quelqu'un qui méritera peut-être d'être revu. Alors évidemment, on va pas le mettre demain titulaire, mais je crois qu'avec son match, en tout cas aujourd'hui, il a peut-être, enfin hier plutôt, il a gagné le droit de rejouer, de faire quelques entrées, je pense. Puis surtout dans le profil un peu plus jeu direct qu'on n'avait pas forcément aussi. Oui, mais c'est surtout ça, c'est que son profil aussi fait que c'est plus facile de passer au monde pro parce que, comme tu dis, il a des qualités athlétiques un peu supérieures. C'est un joueur qui joue quand même un peu plus sur sa vitesse. Boisbré, je pense que le plafond est beaucoup plus haut que Michal. Maintenant, il va falloir un peu de temps, et puis il s'est raté, ça arrive à tout le monde, hein. Mais ça demande un peu plus de maturité. C'est un dribbleur, ça sera certainement notre future plaque tournante, en tout cas si tout se passe bien, joueur très important. Michal, ça sera un ailier, un mec avec de la vitesse. Donc oui, hier c'est bien ce qu'on a vu, c'est bien. Mais bon. Oui, c'était pas mal en tout cas. Il y avait quoi. C'était bien sûr, bien sûr. C'est transcendant non plus. Non, évidemment, on est d'accord. Mais j'ai pas revu Mbappé de 2016 quoi. Non, on avait vu déjà. Je te parle même de 2016. Hein, où déjà, on avait vu tout de suite qu'il il avait un truc un peu différent, ce petit gamin qui avait 16-17 ans là. C'est-à-dire, je le vois là à la télé. Un gros boulard. Au moment où je dis ça. Oui, non, c'est évident, on est d'accord qu'on n'a absolument pas affaire à un crack avec Michal, et c'est clair que par rapport, si on compare avec Boisbré, alors
la comparaison, pour le coup, n'a pas vraiment lieu d'être, parce qu'en fait, c'est pas du tout les mêmes postes, en réalité. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que je suis d'accord, ce profil d'un peu plus de vitesse, justement, aussi un peu moins dribbleur, parce que c'est vrai que des joueurs comme Akliouche ou Ben Seguir sont des joueurs qui... je vais pas dire qu'il tricote un peu plus, mais qui aime bien avoir un peu plus le ballon dans les pieds, alors que lui, c'est un joueur... Ben Seguir, oui, c'est sûr. Alors que lui, c'est un joueur, justement, qu'on peut aller chercher un peu plus dans la profondeur, etc. Et d'ailleurs, c'est là que je trouve dommage, c'est que cette qualité-là, on n'a pas mis en valeur sur certaines actions, notamment parce que Minamino chiait systématiquement ses passes, quoi, en profondeur. Et t'avais qui pour lui passer des ballons? T'avais pas Akliouche, t'avais pas Golovin, et t'avais un demi Ben Seguir pendant un demi-match. Donc, en fait, c'est eux, nos joueurs, qui, malgré tout, on peut voir. Akliouche, globalement, il fait consensus. Golovin, il le fait moins, mais il n'empêche que c'est notre leader technique. C'est un de nos joueurs qui est capable de faire ce genre de choses. À partir du moment où il n'est pas là, voire même peut-être un Zakaria. Peut-être. Bon, à partir du moment où ces joueurs sont pas là, faut pas t'attendre à que ça soit Magassa. Hein. Ou alors tu vas attendre, longtemps. Magassa, il a fait quelques bons lancements. Le problème de Magassa, c'est qu'il lui faut du temps pour le faire. Oui, mais Camille Glick aussi. Il a fait quelques bons lancements, mais bon, tu vois. Mais enfin voilà, bon, en tout cas, Michal méritera d'être revu quand même globalement, donc voilà. Le débat du jour, il concerne à 18h, parce que clairement la dynamique, elle est catastrophique, hein, on l'a dit, sur 10 matchs, il y a 2 victoires, une contre des amateurs, donc on va même pas la compter en réalité. Ça va pas du tout, tu perds un trophée, même si je sais que beaucoup comme toi s'en battaient les steaks. C'est quand même une occasion de gagner un trophée et tu passes à côté. En Ligue des Champions, tu prends des tolls et tu passes d'une situation où tu es quand même plutôt bien à une situation qui devient un petit peu plus risquée, même si a priori tu devrais avoir les points nécessaires, mais voilà, tu te mets en danger quand même. En championnat, là pareil, la situation elle devient assez inquiétante. On est à 5 points de Marseille, si je dis pas de bêtises. Eux sont à 36. Nous, on est à 31. Nice est revenu à 30. Lille est à 29. Alors bon, Lille, pas trop envie de gagner quand on gagne pas. Donc merci à eux. Mais Lyon aussi, ça s'est rapproché depuis. Donc en fait, on est vraiment menacé là maintenant pour la 3e place. On parle même pas pour l'instant de la 2e place. On parle vraiment de la 3e. Et je parle même pas du PSG qui, après une demi-saison, enfin une phase aller, est déjà à 12 points devant. Voilà. Donc l'objectif, enfin un des objectifs, c'est aussi de réduire l'écart. 5 de l'OM. 5 points de l'OM. L'OM qui en plus visiblement tient vraiment à ne pas jouer 2 compétitions, hein, parce que sinon ça les fatigue trop. Donc ils se sont dit, ah non, on a 2 compétitions, là, il faut vite qu'on se fasse éliminer en Coupe de France, parce que eux, c'est un peu comme nous, hein, enfin bref, voilà. Mais oui, voilà, on va... si tu sors du top 4 à la fin de l'année, ce qui est possible, dans la dynamique actuelle, c'est très possible. Si Zakaria continue de rater 3 matchs sur 4, c'est extrêmement possible. Si Balogun va revenir forcément encore dans plusieurs semaines, et puis il va parvenir du début du jour au lendemain, et j'allais dire retrouver un grand Balogun. De toute façon, on l'a jamais vraiment vu chez nous, mais même avant l'immédiat, c'est si Mbolo en tout cas ne retrouve pas un peu plus d'efficacité et que Biret n'est pas le renard qui te marque les buts dont tu avais besoin. Oui. Ben, c'est ça, et puis même si tu ne retrouves pas ta qualité défensive que tu avais sur toute la première partie de saison et qui t'a quand même permis de faire pas mal de bons résultats parce que tu étais solide défensivement, tu n'as plus rien. Tout s'effrite. Tu n'as plus rien. Et pour plein de raisons différentes, on l'a dit, il y a les absences, il y a les blessures, mais il y a les choix tactiques aussi qui changent un peu, il y a les gardiens, il y a plein de... Rien ne va bien, en fait, en ce moment. Je peux même pas te citer vraiment un secteur, c'est une certitude, mais même un joueur qui maintient un niveau vraiment au-dessus. Parce que même avec Liouche, ça n'a pas été terrible dernièrement. Donc,
c'est le marasme complet, quoi. Et donc, ouais, Hutter, faut qu'il fasse gaffe, parce que on n'est plus en Coupe de France. La Ligue des Champions, à moins d'un scénario qui est quand même assez improbable, parce que avec les 10 points qu'on a, le goal average, il y a quand même... Mais ça existe, on peut ne pas sortir, on peut ne pas faire partie du 24, alors là, ça serait une catastrophe. Ouais. Et après, donc, il te reste cette Ligue 1. Si tu es éliminé en poule de Ligue des Champions, il peut même, moi je pense... Mais après, c'est compliqué, parce qu'il vient de se faire prolonger, donc c'est un gros chécos. C'est surtout ça le problème aussi. Enfin, le problème. Moi, j'ai rien contre Hutter. Je suis plutôt content de savoir qu'on peut continuer avec lui. Je l'apprécie plutôt, même si tout n'est pas parfait, évidemment. Mais oui. Là, le problème, c'est que à un moment donné, c'est sûr que si cette mauvaise dynamique, cette spirale négative se prolonge, je vois pas comment il va pouvoir s'en sortir, en fait. C'est juste pas possible. Il y a une question de logique sportive, de résultats. Si à un moment donné ça fonctionne pas pour quelque raison que ce soit, je vois pas comment. Enfin, Guardiola réussit à se maintenir pour l'instant avec après avoir passé des semaines absolument atroces. Voilà, il a un peu de crédit, effectivement. Il s'appelle Pep Guardiola. Mais voilà, 18h n'a pas le même crédit, ça c'est une évidence. Non. Puis tu te dis pas, encore une fois, ce que je disais la dernière fois quand on avait fait le débat avec Pat sur la question du timing de sa prolongation. À 18h, c'est pas l'entraîneur, tu te dis pas j'ai un des meilleurs entraîneurs au monde au club, non, c'est un entraîneur middle, des comme lui, il y en a d'autres, hein. Je veux dire, non, et puis il y a un autre problème aussi, c'est que t'es dans le foot, t'es à Monaco, donc tu sais qu'en plus ton effectif il risque de pas mal bouger cet été, enfin, en tout cas il risque d'y avoir quelques départs, et donc en fait tu peux même pas te dire on le garde, parce que si tu gardes avec le même groupe, tu seras en année 3, tu peux que progresser, tu fais quelques ajustements, sauf que en fait c'était dans le foot, et particulièrement à Monaco, c'est souvent en année 2 que ça doit arriver, ce genre de choses. Et t'as pas le temps, parce que tu sais que les groupes bougent tellement vite que tu peux pas te permettre en fait de perdre du temps. Moi, je vais faire un parallèle avec l'autre sport que je connais le mieux, même celui que j'aime le plus, le rugby et Toulouse. On a eu un coach pendant 25 ans qui a tout gagné, qui a gagné 10 titres de champion de France et 4 coupes d'Europe, et quand il est parti, là ça commençait à être un peu compliqué, même si ça allait toujours en demi-finale. On a un nouveau coach qui est arrivé donc en 2015. La première saison a été assez mauvaise. Et pour la première fois en 30 ans, l'année d'après, Toulouse n'a pas été en phase finale de top 14. Ça n'avait pas été fait depuis plus de 30 ans. On ne l'a pas viré. On l'a gardé. Mais parce qu'on est Toulouse, c'est un peu comme le Real. On sait que nos joueurs vont rester, qu'on a un gros centre de formation. Et maintenant, 7 ans plus tard, il a gagné 4 Brennus. Il a été 2 fois champion d'Europe. Et parce que tu peux te le permettre. À Monaco, tu sais que ça ne sert à rien, parce que de toute façon, tes joueurs, ils vont partir. Donc, tu ne peux pas te dire que je vais construire sur la durée avec un groupe. Parce que si Hutter reste, mais que les joueurs partent, au final, il va se retrouver avec un nouveau groupe. Donc, autant aussi changer le coach, quoi. C'est assez intéressant ce que tu dis aussi par rapport à la question de la longévité, parce que, alors, c'est vrai qu'on parle, un des arguments prolongation d'Hutter, c'était la question de la stabilité. Et effectivement, c'est vrai que c'est quand même bien dans un club qui a amené à beaucoup changer, ou en tout cas à changer même à tous les niveaux, j'ai envie de dire. C'est pas mal d'avoir un peu de continuité, et cet argument de la stabilité, de la continuité, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été évoqué notamment en début de saison, quand ça fonctionnait bien. Il faut que le groupe suive. Voilà, parce que du coup ça disait, bah oui, c'est les joueurs le groupe finalement avait assez peu bougé en réalité. Là ça allait. Voilà, ouais. C'était des remplacements nécessaires, enfin des départs nécessaires. Le problème, c'est quand même perdu de titulaires malgré tout. Oui, le problème c'est que les remplacements... pas perdu n'importe qui, tu vois. Et les remplacements n'ont pas été faits. Ouais. C'est surtout ça aussi le problème finalement. Mais en tout cas, par rapport au principe de jeu, au style, etc. d'Hutter, ils disaient tous, voilà, on se connaît mieux, il y a moins ce temps d'adaptation aussi qu'il a pu avoir aussi l'année dernière. On comprend plus facilement et tout de suite, parce que voilà, il y a cette habitude de travailler ensemble depuis maintenant un an et demi.
Donc c'est vrai que ça peut changer beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, après, encore une fois, il faut que malheureusement les résultats suivent et malheureusement Monaco n'attend pas. Ça, on a bien vu que la patience, ça n'a jamais été le fort des dirigeants. Dans tous les clubs. Dans tous les clubs, en tout cas les nôtres, ça c'est une certitude. Oui. Mais aussi, voilà, le truc c'est que cette patience qu'on peut réclamer, le problème c'est est-ce qu'on sera capable de la réclamer quand les résultats, comme tu dis, ne suivent pas. Et typiquement, pour prendre l'exemple de Toulouse, s'il arrive la même chose à Monaco, à savoir de ne pas être qualifié l'an prochain pour la Coupe d'Europe, c'est-à-dire par exemple si on fait comme Philippe Clément, qu'on finit 6e et que là on n'a aucune Coupe d'Europe, est-ce qu'on peut se dire on a la patience de se dire on s'est raté, ça peut arriver, on essaie de pas tout bazarder et d'essayer de continuer de construire, plutôt d'essayer de comprendre là où on s'est planté et de se dire voilà, sans tout bouleverser, de repartir de l'avant, mais avec la même structure, les mêmes hommes potentiellement, pas au niveau forcément des joueurs parce qu'on sait que ça bouge, mais de l'encadrement. C'est ça le problème. Oui, mais le gros problème, il est là. C'est qu'en fait, si moi tu me dis on continue parce que je veux de la stabilité, moi globalement je suis pour ça. Mais par contre, il faut que ça suive derrière. Et après, il faut pas nous apprendre le 2 juillet que Akliouche il part à Manchester, que Ben Seguir il part au PSG, que Singo tu vois. Là, à ce moment-là, c'est ridicule. C'est qu'il faut que tout aille dans le même sens. C'est que si tu veux parler de stabilité avec ton coach, il faut également que tes hommes forts, que tes jeunes joueurs, que tes hommes importants restent aussi. Et t'ajoutes 2-3 éléments en plus qui vont te permettre, sauf que tu le sais très bien qu'au foot, ça se construit maintenant sur 2 ans. Et que l'année 2, en fait, c'était cette année. Et c'est pour ça qu'on avait beaucoup d'attentes. C'est pour ça que le début de saison était dans ce sens-là. Et là, tout s'est écroulé. Et oui, on peut toujours rêver que la machine se remette en route, qu'on ait un petit kiff en Ligue des Champions, pourquoi pas une petite épopée jusqu'en quart de finale. Et là, à l'instant T, il n'y a aucune raison qui peut nous laisser penser que cette équipe-là, avec ses lacunes offensives, défensives, ses blessures à répétition de joueurs importants, puisse nous faire espérer. Toi, l'équipe de 2015, quitte à Arsenal ou quoi, elle avait quand même des vraies forces, quoi. Elle avait des trucs. Ouais. Là. Ce qui est vraiment très surprenant, c'est de voir à quel point. Enfin, pour le coup, les forces qu'on avait en début de saison, elles étaient identifiables. Et c'est de voir à quel point tout ça s'est délité en réalité. Et qu'on ne retrouve absolument plus. Et là, ça fait 2 mois, on ne voit plus tout ça. Enfin, peut-être un peu moins de 2 mois. Moi, c'est surtout la force défensive qui est incompréhensible, parce que la défense, c'est souvent ce qu'on dit dans à peu près tous les sports. Hein. C'est le plus simple à mettre en place, plus que l'attaque, mais c'est aussi le plus important. La défense gagne des titres, hein, comme on dit, et l'attaque gagne des matchs. Mais ça, c'est assez incompréhensible, parce que défensivement, alors évidemment, il y a eu Zakaria, mais sinon, on n'a pas été non plus trop emmerdé que ça au niveau des blessures. On avait mis notre gardien titulaire qui est revenu, donc ça aurait dû aller dans ce sens-là. Offensivement, je suis moins surpris, parce que malgré tout, dès le début de saison, on avait bien conscience qu'on marquait des buts, mais par contre, c'était jamais nos attaquants, et qu'au bout d'un moment, nos défenseurs, nos milieux de terrain défensifs, et dans une moindre mesure, nos milieux de terrain offensifs, c'est déjà un peu plus leur rôle, elle avait peut-être un petit peu moins joué les sauveurs. Et encore hier, hein, tu marques, mais c'est Salissou, quoi. Ouais. C'est ça. Salissou qui est à 3 buts. Hein. C'est il a marqué, il a marqué plus de buts que. Enfin, il a marqué autant de buts déjà que Balogun. Bon, après, Balogun est blessé. Mais il a marqué autant de buts que Nikena. Oui. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème, parce que si tes attaquants, au bout d'un moment, ne sont pas capables de prendre le relais, qui est quand même leur rôle, numéro 1, ça nous pendait au nez. Voilà, on pouvait toujours se dire, ouais, parce qu'en gros, on partait sur une saison où on pouvait se dire, on va avoir 7-8 joueurs à 7-8 buts. Ça n'existe pas, ça. Enfin, à part la saison 2017, quoi. Mais bon, voilà. Oui, et t'en marques 100 dans le total. Et malgré tout, même là-dedans, tes attaquants plantent. Falcao, Mbappé, Germain, ils sont tous à plus de 15 buts. Carriot, voire 20, certains. Mais même Carriot, il en met 9, je crois, 7, non, peut-être 9, je me suis enflammé, mais même Boccia, il en a 7, Lemar, il en a plus de 10, Bernardo, Fabinho, on a 7-8 joueurs qui ont au moins 7 buts.
toute compétition confondue. Mais bon, Ouais. essentiellement sur rien malgré tout. Mais là, tu pouvais dire que ça serait un peu le cas de nos joueurs, sans le côté aussi tête d'affiche. Moi, j'avais parié sur Balogun. Bon, bah, malheureusement, le pauvre, il s'est pété, quoi. Donc, Ouais. qu'est-ce que je te dise. C'est les aléas d'une saison. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y aura une réaction immédiate à proposer contre Montpellier déjà. Donc Montpellier, hein, pareil, alors, eux, ils sont littéralement au fond du seau. C'est la crise là chez moi. Là. Ah, c'est grand. Dans la vie, c'est la crise. Ça, c'est tout quand le monde même. s'en branle à Montpellier, on va pas se mentir. Mais, plus ça mais ouais. Mais il y a tellement de sport ici en fait qu'il n'y a pas non plus vraiment de supporters. Mais ouais, moi pour en parler avec Il y a du avec les BMX gens à la salle tous les matins, ouais, il y a le FIS, ouais. Il y a une étape du championnat du monde tout à fait de sport extrême, hein. Pas que de BMX, de sport street. Et ouais, non, mais pour en parler avec des gens tous les matins à la salle de sport et qui sont quand même plus ou moins fans, voire même j'ai un mec avec qui je m'entraîne beaucoup, qui est un ancien joueur professionnel du MHSC. Et ouais, c'est terrible. Ah, vas-y, balance son nom. C'est pas la grimace, quoi. Non. Non, en plus, c'est le début des années 90, c'est pas très connu. Il a très peu joué au MHSC. Et évidemment, comme tous les anciens joueurs du MHSC, il bosse pour Nicolas, maintenant. Sympa. La petite reconversion. Ah oui, c'est la reconversion de 80% des joueurs. Bon, après, il sort les poubelles, quoi. Non, il est dans les bureaux. Non. Ah bon, c'est un responsable. C'est un responsable. Non. Donc voilà, mais bon, ouais, c'est la crise terrible, mais donc ouais, c'est le moment où on est censé gagner. Moi, je me rappelle l'année dernière, j'allais dire, c'était un bon souvenir parce que c'était le moment qui nous a qualifiés en Ligue des Champions. Après, j'étais aussi avec Pierre, donc ça atténue un peu le côté bon souvenir. Mais cette année, voilà, c'est vendredi, c'est 19h, je crois que je vais même pas y aller. Tellement il me gonfle, en fait. Et en plus, il va faire 0 degré. J'ai pas envie de me geler le cul à la Mosson dans un stade qui est à Perpète-les-Oies, au nord de Montpellier. Ce stade est pourri. Donc, à mon avis, ça sera sans moi. Voilà, ça sera devant Bein, au chaud. Enfin, Bein, non, devant. C'est DAZN. Enfin, devant. Oui, bah, devant un truc légal. Et voilà c'est ça. Mais voilà, je dirais a priori pas au stade, à moins qu'au final, je me dise quand même. C'est pas encore impossible que j'y aille, mais bon, on verra. Bon, enfin voilà, donc on va évidemment suivre ça parce que on commence aussi à s'inquiéter, mine de rien, en plus d'être forcément un peu en colère, hein, ça c'est logique, mais voilà, il y a aussi un peu une inquiétude, mine de rien, par rapport à ce déclin observé, et c'est d'autant plus regrettable que voilà, on rappelle, hein, saison du centenaire, hein, on nous avait un petit peu vendu un truc sympa et en fait voilà. Tout s'écroule. Alors pour Montpellier, bien sûr, on va faire un petit pari avant de se quitter. Ouais. Alors du coup, on reprend vite fait les petits pronos qu'on avait fait pour Reims. Oui. T'as eu raison. Je tire à le souligner. Normal. Bah ouais, t'as eu raison. Hein. C'est vrai que c'était une vraie possibilité, surtout qu'on sait qu'il n'y a pas de prolongation, donc ça augmente quand même de manière naturelle les chances de tirer au but. Et puis il y avait eu ce match nul 0-0 aussi au match aller qui était juste un mois plus tôt, quoi. Donc ça donnait aussi un petit peu de poids à ce prono. Adrien, quant à lui, avait pronostiqué Maïechki titulaire. Donc bon, ça a été Philippe Keun. Alors est-ce qu'on va voir Maïechki titulaire ? Ça pourrait être contre Montpellier là ce vendredi. Ça pourrait être un prono à faire potentiellement. Je sais pas si c'est le tien ou pas. Non, moi je vais prendre le prono que tu aurais peut-être pris, je pense. Je vais dire but de Mika Biret. Mais ouais, allez, on y croit. Sur penalty ou pas ? Dans la hype et dans le train. Alors, faut pas trop lui en demander non plus. Hein. Non, mais but de Mika Biret, voilà. Au moins un. Voilà, je vais dire au moins un, comme ça, on sait jamais sur un malentendu, peut-être qu'il va en marquer plus, mais au moins un but de Mika Biret. Ouais. Quant à moi, alors, je pense que Zakaria va revenir. Enfin là, il avait été déclaré malade, mais bon, en fait, il était juste, je pense, économisé.
Mais je vais tenter un pari. Alors, je pense que la cote, elle doit être assez élevée. Mais peut-être plus un souhait. Je vais dire, on va voir... Putain. Edan Diop, il va me lâcher un Edan Diop. On va voir Edan Diop jouer. Jouer. D'accord. Ah oui, j'ai pas dit titulaire, quand même pas. Mais jouer. Ouais. Voilà. Je pense que Zakaria revient. Zakaria revient, je pense, hein, a priori, y a pas de souci. Mais je me dis peut-être... La Ligue des Champions, c'est là. Hein. La Ligue des Champions, ouais. C'est la semaine d'après, ouais. Oui, ça fait que c'est dans une semaine. Ouais. Je dis une connerie. Non, bien sûr, ouais, c'est donc, ça. Non, mais du coup, tu peux te dire que... c'est pour ça qu'on joue vendredi, d'ailleurs. Tu peux te dire que peut-être que, vu que c'est visiblement pas une priorité pour personne, il va peut-être faire un peu tourner. Mais c'est vrai que tu peux te dire, éventuellement, voilà, si jamais il met Camara, Zakaria, le milieu classique, ce qui n'est pas impossible, hein, mais tu vois, peut-être qu'il ne fait pas déjà jouer tout le match, en tout cas peut-être Camara, et plutôt que de faire entrer un Magassa qui n'a pas été bon, là, peut-être de faire autre chose, et donc c'est à ce moment-là que la petite carte Edan Diop sort de mon jeu. On va pas se mentir, je n'y crois pas du tout. Mais alors pas du tout. Mais bon. Écoute, à force de faire des bons pronos, j'ai besoin de faire d'aller chercher un peu de difficulté. Ah bah non, mais là, bravo, là, j'admire. Là, il y a le beau fait. On va pas se mentir. C'est un gros pari. Voilà. C'est aussi un peu un souhait quand même de le revoir. Oh bah, on avait bien compris, oui. Je sais qu'il n'est pas partagé par tous. Non, parce que c'est devenu un running gag aussi. Ouais, je sais bien. Moi, non, mais après, je lui souhaite que du bonheur pour lui et puis pour nous aussi. Hein. Si ça s'avère être un bon joueur, tant mieux. Je voudrais également signaler une chose. Alors, ça n'a strictement rien à voir, mais on peut toujours dire les notes, l'équipe, machin. Sofiane Diop, qui a été dans l'équipe type de la journée du journal. Ça vaut ce que ça vaut. Pour la 4e fois, c'est plus de fois que nous. Voilà. Nous l'a déjà fait. Donc. Hein, oui, je sais, mais bon, ça fait combien de saisons qu'il est à Nice, Diop? C'est sa 3e ou 4e? Il n'a pas été chanceux avec les blessures. Ah bah ouais, ok, mais bon, non, je veux dire, s'il était resté chez nous... oui, peut-être ça... Mais moi, tant mieux pour lui aussi, Diop, hein, mais... Non, mais c'est bien, il est bon là, depuis 3-4 mois, et c'est tant mieux. Mais ça fait un peu court quand même pour le regretter. Enfin, moi, je le regrette pas du tout, Sofiane Diop, quoi. C'est comme moi, je regrette qu'il soit parti comme ça, parce que... non, mais moi, surtout, c'est que je regrette que... Non, tu m'as pas entendu? Non, j'ai entendu Wilson Isidore, mais j'ai pas... Oui, je disais qu'il y en a bien qui regrettent Wilson Isidore qui fait une saison de malade mental en division 2 anglaise. Après, tu nous écoutes, hein. Tu sais qu'on parle de toi. Mais oui, c'est... Quentin va recevoir un texto, là, je pense. Oui, évidemment. Non, mais moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec Akluj Ben Seguir, bon, tu regrettes moins Sofiane Diop, c'est une évidence, mais c'est plus dans le fait que par rapport à la façon dont il est parti, parce que Philippe Clément ne le faisait pas jouer et qu'il préférait Crépin Diatta. Voilà, c'est ça tout le drame pour moi dans cette histoire, en fait. Ah, oui, c'est sûr que si tu vois ce prisme-là, c'est plus... Oui. Enfin, voilà. Donc écoute, merci Rob en tout cas pour ce débrief. On va vous donner rendez-vous ce week-end pour débriefer Montpellier Monaco. Donc tu l'as dit, un match 19h vendredi, donc un horaire absolument magnifique pour du football. Donc voilà, on sera évidemment au rendez-vous. Donc a priori, je pense qu'on fera un petit débrief dans le week-end. Je pense que samedi, je devrais être dispo, samedi, donc voilà, ou pire dimanche. Voilà. Donc voilà. En tout cas, on vous donne rendez-vous donc pour une nouvelle émission, et puis on vous dit surtout Dagui Mounegou, mais n'oubliez pas, vivement la fin de saison. Allez, ciao. Et bisous.